Bonjour à tous, bienvenue dans BFM Politique. Notre invité aujourd'hui, Jean-Philippe Tanguy, bonjour. Bonjour monsieur Nadal. Vous êtes député Rassemblement National de la Somme, membre de la Commission des Finances à l'Assemblée et à ce titre désormais membre de la commission d'enquête qui va nous dire comment les comptes de la nation en sont arrivés là. On va en parler dans un instant. On va évidemment avec vous parler budget, économie, impôts. On parlera également de dérèglement climatique, d'immigration, de questions de sécurité. Pour vous interroger aujourd'hui, Edwige Chevrillon, bonjour. Bonjour Laurent. Vous bonjour êtes rédactrice en chef à BFM Business et Ludovic Vigogne, bonjour. Bonjour à tous. Vous êtes journaliste politique à la Tribune Dimanche, partenaire donc de BFM Politique. Vous qui nous regardez, vous pouvez évidemment poser toutes vos questions. Vous scannez le QR code qui est juste à la droite de votre écran et je relayerai évidemment toutes vos questions tout au long de l'émission. Mais d'abord, Jean-Philippe Tanguy, je voulais commencer par l'actualité. L'actualité, évidemment, ce sont ces inondations spectaculaires qui ont frappé plusieurs régions, l'Ardèche, la Loire, le sud-est de la France, l'Île-de-France aussi. On voit chaque jour les effets absolument terribles, terrifiants du dérèglement climatique. Est-ce que les responsables politiques, ceux qui sont au pouvoir ou ceux comme vous qui aspirent à l'être un jour, ont pris conscience de ce qui est en train de nous arriver ? Écoutez, déjà, permettez-moi d'avoir une pensée évidemment pour toutes les victimes, les familles des inondations. On a bien connu cela dans ma région, la Picardie et la Somme. Mon département, c'est souvent l'œuvre d'une vie qui peut partir sous les eaux en quelques heures. C'est l'angoisse de ne plus avoir de toit, de ne plus savoir comment loger sa famille ou ses proches, et aussi saluer le dévouement des élus locaux, des forces de sécurité civile qui ont fait leur maximum pour aider les sinistrés. Je voudrais, parce qu'il faut être de bonne foi aussi, saluer pour le moment l'action du gouvernement sur ce sujet-là, puisqu'il n'y a pas besoin de se diviser. Quand l'action est bien réalisée, pour le moment, je ne vois pas de défaillance particulière de l'État pour soulager les sinistrés. Mais pardonnez-moi, je vais préciser la question. C'est quand même important aussi dans des moments préciser la question de que dire je vous quand les pose. choses aussi Il se trouve que j'ai lu votre programme et que j'ai lu aussi votre contre-budget. On va en parler dans quelques instants. On a l'impression, très franchement, que vous passez la transition écologique par pertes et profits. Vous proposez un soutien coûteux aux énergies fossiles en baissant la TVA sur l'énergie. Vous voulez réduire le fonds vert, supprimer des subventions aux associations qui travaillent sur l'environnement. J'ai même vu que vous vouliez récupérer 6 milliards d'euros sur l'éolien et le solaire. En fait, vous avez l'air de totalement assumer de sacrifier l'écologie. Non, pas du tout. Nous combattons une mauvaise politique écologique. Si ça avait fonctionné, les grandes lignes que vous venez de décrire, qui sont celles menées par les gouvernements anciens, d'ailleurs depuis que Michel Barnier a été ministre de l'écologie dans les années 90, n'ont pas fonctionné. Le dérèglement climatique n'a pas été ni ralenti ni arrêté. Un certain nombre de pollutions continuent à frapper nos territoires. Donc nous combattons cette écologie qui n'a pas fonctionné. Vous citez par exemple le soutien massif, effectivement, 6 milliards cette année, aux énergies intermittentes. Mais le bilan aujourd'hui, il est connu. On le voit en Allemagne et dans tous les pays européens. C'est dizaines de milliards d'euros, centaines de milliards d'euros à l'échelle européenne qui ont été mis sur la table n'ont pas permis de décarboner la production électricité. On a remplacé, non, Madame Chevrillon, on a remplacé de l'énergie décarbonée en France, le nucléaire et l'hydroélectricité, par d'autres énergies décarbonées qui étaient juste plus chères et intermittentes, c'est-à-dire qu'elles ne fonctionnent pas en permanence et que quand elles ne fonctionnent pas, il faut recourir au gaz et au charbon. Faut-il rappeler que dans les années 90, parce que là on est sur des phénomènes de longue durée, il y a une force politique qui avait promu l'utilisation du charbon et du gaz pour remplacer le nucléaire, c'était les écologistes, avec Madame Voynet, ministre de l'Environnement en 97, qui expliquait à la presse qu'elle était pour le développement du charbon et du gaz. Donc vous voyez, il faut se méfier parfois des fausses intentions. Le Rassemblement national, on est sur une écologie fondée sur la raison, sur la science, sur des investissements raisonnables qui permettent vraiment de dépolluer nos méthodes de production. Il se trouve justement que ce n'est pas tout à fait l'avis, mais ça ne vous étonnera pas, d'Agnès Pannier-Runacher. Elle est ministre de la Transition écologique. Écoutez ce qu'elle disait à propos de votre contre-budget. C'était chez Apolline de Malherbe vendredi. J'attends de la représentation nationale de se saisir de ce sujet. Je ne sais pas s'il faut encore attendre des drames pour comprendre que c'est une absolue nécessité d'investir dans l'adaptation au changement climatique, d'investir aussi, je me permets d'insister parce que j'ai lu avec intérêt le contre-projet de budget du Rassemblement national qui coupe tous les crédits à l'écologie. C'est évidemment extrêmement dangereux pour les Françaises et les Français parce qu'il faut aussi investir dans la baisse des émissions de gaz à effet de serre. Faut-il attendre que la situation devienne intenable pour agir ? Je ne crois pas. Jean-Philippe Tanguy, gouverner, c'est prévoir. Or, j'ai lu que vous voulez supprimer la Commission de régulation de l'énergie, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, l'Office français de la biodiversité. En fait, vous assumez ?
Bon, on ne les supprime pas, on réduit considérablement leurs moyens, même s'il y a des commissions, moi je suis honnête avec vous, que nous voudrions supprimer, comme la commission de régulation de l'énergie, qui ne s'occupe pas d'écologie. L'agence de l'eau, les parcs nationaux. Non, elle ne s'occupe pas de l'énergie, c'est celle qui, organise justement cette privatisation de l'électricité qui a coûté si cher aux Français. Madame Pannier-Runacher ment. Parce que c'est ce gouvernement, d'ailleurs, elle menace elle-même de démissionner, puisqu'elle dit qu'elle n'a pas les crédits, qui coupe largement les crédits à l'écologie. Ils augmentent facialement uniquement parce qu'il y a ces subventions à l'éolien et à l'énergie solaire qui explosent de plus de 3 milliards d'euros cette année. Nous voulons investir là où ça fonctionne. La réindustrialisation de la France pour faire baisser les émissions aujourd'hui que nous avons envoyées dans des pays donc il faut une à énergie faible coût, décarbonée. très polluants. Aujourd'hui, excusez-moi, une voiture électrique qui est produite en Chine, si on prend tout son cycle de production, ça pollue 10 fois plus qu'une voiture produite en France. D'ailleurs, à la Commission des finances, on a soutenu un changement de méthode de calcul du fameux malus automobile. Arrêtez de seulement regarder ce qu'une voiture a l'air de polluer, mais ce qu'elle pollue vraiment. Parce que ça fait quand même, depuis le Grenelle de l'environnement, 2007, donc 17 ans, qu'on fait croire aux Français qu'on lutte par la pollution, par le malus automobile, alors qu'on ne prend pas en compte le cycle complet. Et donc on a fait payer quand même des consommateurs très chers, des politiques qui ont en fait favorisé la pollution en Chine. Excusez-moi, c'est quand même de l'absurdité. Et on verra ce que ça devient avec évidemment les discussions budgétaires, notamment sur le malus au poids, qui est un point qui peut concerner 80% des véhicules français. Je voudrais qu'on revienne sur les inondations. Est-ce que vous êtes comme David Lisnard, qui est le président de l'Association des maires de France et qui est maire de Cannes, et qui dit il faut quand même un audit pour essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe avec Météo France, qui n'a pas du tout anticipé la violence de ces accidents climatiques. Est-ce que vous le soutenez ? Mais il faut toujours regarder, il faut toujours voir si on peut s'améliorer. Mais je ne veux pas non plus qu'on cherche toujours des boucs émissaires trop facilement. C'est facile de dire que Météo France aurait dû prévoir, mais parfois ce n'est pas non plus prévisible. Il ne faut pas non plus faire croire à nos compatriotes qu'il y a toujours un responsable de catastrophes naturelles. Il peut y avoir malheureusement des catastrophes naturelles. C'est très facile quand on est responsable politique. Moi, je ne suis pas au gouvernement, donc je pourrais dire oui, c'est sans doute le gouvernement qui n'a pas fait ce qu'il fallait. Peut-être, une enquête le montrera. Mais si vous voulez, il faut aussi accepter, même si c'est extrêmement difficile pour les victimes, effectivement, que parfois il y a des catastrophes naturelles. Il y a l'homme ou les femmes ne peuvent pas tout prévoir. Nous ne sommes pas des dieux. Voilà. Et parfois, c'est aussi, l'erreur de croire que nous avons des pouvoirs divins qui fait qu'on fait des erreurs que les gens paient après durement. Donc, que les responsables politiques aussi apprennent à assumer leurs vraies responsabilités, mais soient un peu humbles parfois aussi face à la nature. Parce que Tanguy, qui doit payer, on fait aussi des choix d'avoir autorisé parfois des gens à s'installer dans des endroits qui n'auraient pas dû s'installer. Et c'est les pauvres gens à la fin qui paient ces erreurs des dirigeants politiques. Qui doit payer ? Les collectivités, l'État français ? Qui doit payer ? Il doit y avoir une solidarité nationale, évidemment. Ouais. Quand vous avez une catastrophe naturelle, une fois de plus, ma région a bénéficié de la solidarité nationale à de nombreuses reprises. Donc il faut être fraternel entre nous. D'ailleurs, il faut exempter les départements qui ont été touchés par les inondations des efforts budgétaires qu'on va sans doute réclamer aux collectivités locales ? Mais je pense que non, parce que si vous voulez, il y a d'une part des efforts budgétaires sur la longue durée qu'il faut faire, et après on peut les aider par des fonds exceptionnels. Les départements inondés doivent payer autant que les autres. Pareil, excusez-moi, ça c'est un peu de la démagogie. Dire à des départements, vous n'allez pas être concerné par un plan sur plusieurs années parce que vous avez eu un malheur sur lequel on peut vous aider par des fonds exceptionnels, c'est pas de la bonne gestion. Et ça, pareil, je pourrais vous dire, oui, bien sûr, on peut faire des cadeaux. Non, il faut séparer les deux. Vous avez des efforts sur la longue durée de gestion, de bonne gestion des collectivités territoriales. De l'autre côté, vous devez aider naturellement, de manière exceptionnelle, les territoires qui ont été frappés. Je voudrais juste finir sur quelque chose. Parfois aussi, des associations écologistes dont vous parliez font de lourdes erreurs. Si vous prenez le Pas-de-Calais, les inondations du Pas-de-Calais ont été malheureusement aggravées par des mauvaises normes, des mauvais comportements, où on n'a plus voulu curer les cours d'eau ou un certain nombre de canaux. On n'a pas entretenu, au nom de la nature, un certain nombre de systèmes de protection que des générations avaient mis en place dans des territoires plats. Bref, parfois, il y a des fausses bonnes idées. Et il y avait même une deuxième inondation, parce qu'on avait donné des instructions à ces institutions qui sont hors contrôle pour curer les cours d'eau après les premières inondations dans le Pas-de-Calais. Ils ne l'avaient pas fait contre la volonté des gens, et les inondations avaient été encore plus graves. Donc, vous voyez, il faut vraiment différencier la vraie écologie sur le long terme et les fausses bonnes idées. Encore une question. Oui, vous y faisiez allusion. Agnès Pannier-Runacher a menacé de rendre son tablier si les crédits qu'elle demandait n'étaient pas au rendez-vous dans le budget. Didier Migaud a agité la même menace il y a une dizaine de jours. Ils ont raison ? Non, ils n'ont pas raison. Déjà, on ne fait pas de chantage quand on rentre dans un gouvernement, surtout quand on est Mme Pannier-Runacher, qui est au gouvernement précédent, où les coupes sur son ministère étaient déjà prévues par M. Attal. Donc c'est l'hypocrisie. Mme Pannier-Runacher essaie de se faire une virginité. La vérité, c'est qu'elle a été totalement associée aux 7 années précédentes
du gouvernement de M. Macron et qu'elle a échoué sur tous les grands objectifs qu'elle s'était fixés. Si elle peut partir, je pense que personne ne verra la quelques différence. arbitrages. Hein, quand même. On va parler du budget. Juste un mot avant de rentrer dans le détail de ce budget, ce qui s'est passé hier à l'Assemblée. Un mot sur la commission d'enquête à laquelle vous allez évidemment participer, sur les comptes de la nation. Comment on en est arrivé là? Je vous pose la question à titre personnel. C'est quoi votre intuition à vous? Le gouvernement précédent s'est trompé de bonne foi, ou est-ce qu'il a sciemment trompé les Français? Ah, mais ils ont sciemment trompé les Français, C'est évidemment. aussi simple que ça. C'est pas aussi simple parce que ce sont des phénomènes compliqués de prévision, de transmission de documents et sur lesquels on peut se cacher. Mais moi, en commission des finances, avec d'autres d'ailleurs, par exemple Charles de Courson, qui est aujourd'hui rapporteur général des finances, qui est centriste, qui n'est pas du tout lié au Rassemblement national, mais des commentateurs, des économistes qui avaient annoncé, d'ailleurs je crois que Mme Chevrillon sur le budget de l'année dernière avait fait des commentaires. Quand par exemple vous dites qu'on baisse la dépense alors que les baisses des dépenses n'est même pas supérieure aux coupes des mesures exceptionnelles du Covid, c'est bien que l'État n'est pas géré, puisque vous dites on baisse les dépenses ordinaires, alors que vous dépensez encore plus qu'avant le Covid. Donc tout ça n'était pas sérieux. Il y avait aussi, moi je l'avais dénoncé, des fausses mesures. Vous savez qu'il y a eu pendant 3 ans, avec l'hyperinflation, ce qu'on appelle des surprofits. C'est-à-dire qu'un certain nombre de grandes entreprises se sont mis dans les poches, soit les factures, pardon. Et vous proposez d'ailleurs de les taxer aujourd'hui. Absolument. Soit des contribuables. La Cour des comptes avait dit, il y a 30 milliards d'euros qui a été pris par les énergéticiens sur le fameux bouclier tarifaire de M. Le Maire. Ils ont dit, on va faire une taxe pour récupérer 17 milliards. Elle a été volontairement mal conçue, puisque moi-même j'avais dit qu'elle était mal conçue. Au lieu de rapporter 17 milliards d'argent qui appartenaient aux Français, ça a rapporté 600 millions d'euros. Donc Bercy et M. Le Maire a une dure responsabilité dans le fait qu'ils ont favorisé des intérêts très puissants, à savoir les multinationales, qui s'en mettent quand même plein les poches, qu'il y ait une crise, que ce soit florissant. Vous avez des acteurs économiques dans notre pays et dans le monde qui gagnent à chaque fois, pendant que le contribuable ou le consommateur... Alors je voudrais qu'on parle du budget. Hier, la Commission des finances a rejeté en bloc le budget proposé par le gouvernement, amendé. Je crois qu'il y avait 200 amendements. Le budget était d'ailleurs en très grande partie dénaturé. D'un mot, comment se fait-il que vous, qui êtes si critique sur le gouvernement, hier, vous ayez voté avec les macronistes et avec la droite pour rejeter le nouveau projet de budget tel qu'il a été amendé? Parce que c'est un projet qui n'a pas de colonne vertébrale. Donc à partir du moment où cette première partie, les recettes, sont parties dans le décor parce que les macronistes et les républicains n'avaient rien à dire, rien à proposer, rien à négocier, ils n'étaient même pas présents. C'est la première fois, je crois, de l'histoire de la Ve République qu'en commission des finances, pour discuter un budget, vous avez entre un tiers et la moitié des députés de cette soi-disant majorité qui ne sont pas présents à la commission pour voter. Tout le monde peut le voir sur les images. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont volontairement laissé péricliter ce budget, le faire perdre en crédibilité, pour ensuite le critiquer. D'ailleurs, j'ai vu qu'un certain nombre de tweets des membres de cette commission étaient prêts et publiés avant qu'on vote. C'est donc en fait, on est face à une manipulation. Ils veulent faire croire aux Français que c'est eux les gens sérieux et que la commission n'est pas sérieuse, alors qu'ils ont saboté volontairement de l'intérieur la commission des finances. Avant de rentrer dans le détail, Ludovic. Le débat commence demain dans l'hémicycle. Il s'annonce extrêmement compliqué. Si Michel Barnier décide de recourir au 49.3 pour le faire adopter en première lecture, ce budget, vous déposerez une motion de censure? Nous verrons. Ce sera une décision de Marine Le Pen avec Jordan Bardella, évidemment. Mais vous, votre position, si vous y êtes plutôt favorable ? Ma position, ce serait une défiance totale envers le vote des Français aux dernières élections législatives. Ce gouvernement n'a pas de majorité du tout. Et le gouvernement qui a été constitué ne correspond pas à une réalité électorale, ou en tout cas aux sanctions des urnes. Ils avaient dit, on va négocier. Je me souviens très bien de M. Barnier, dans son discours de politique générale, nous avait dit, je suis prêt à toutes les bonnes propositions. Nous, on a proposé un contre-budget. Bon, il peut être critiqué, il n'est sans doute pas parfait, mais vous l'avez dit vous-même tout à l'heure, il y a des vraies coupes dedans. Sur des agences, on a proposé 30 amendements hier pour observer ces coupes. Eh bien, ils n'ont pas été discutés 1 minute. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un membre, ni des macronistes, ni des amis de M. Wauquiez qui soutiennent M. Barnier, qui ont voulu discuter nos amendements d'économie. Mais là, aujourd'hui, vous ne savez pas si vous allez censurer ou pas? Je ne peux pas me prononcer à la place de mon groupe. Et demain, la gauche déposera une motion de rejet par rapport à ce texte. Est-ce que vous la voterez, cette motion de rejet qui empêcherait cette discussion ? Non, on ne votera pas la motion de rejet. Marine Le Pen et Jordan Bardella l'ont décidé parce que c'est faire un cadeau à M. Barnier. Mais ça, c'est la spécialité de la gauche, c'est crier très fort et en fait faciliter les compromissions de M. Barnier ou de M. Macron. Parce qu'eux, ils sont très contents qu'il y ait une motion de rejet et qu'on ne discute pas du budget devant les Français, que nos compatriotes ne voient pas ce qui se passe et que M. Barnier puisse faire ses petites magouilles avec les macronistes dans les couloirs et que la gauche couvre cela, comme la gauche a permis, faut-il le rappeler, c'était il y a 3 mois seulement, la réélection
de plus de 60 députés macronistes contre des députés marinistes. Jean-Philippe Tanguy, juste deux, trois points de fiscalité. Sur l'exit tax, le retour de l'exit tax, ceux qui partent à l'étranger, est-ce que vous êtes favorable? Là, il y avait un amendement qui avait été déposé, justement, qui disait que ceux qui avaient au moins, les Français qui étaient au moins restés 3 ans en France ces 10 dernières années, même s'ils partaient à l'étranger, il fallait les taxer. Est-ce que vous êtes favorable au retour de cette exit tax sous une forme ou sous une autre, ou pas? Oui, on a soutenu ce retour de l'exit tax qui était au programme de Marine Le Pen. C'était transpartisan, hein. Ça a été soutenu aussi bien par des gens du gouvernement que Rassemblement National, mais aussi la gauche, parce que moi j'essaie d'être honnête dans mes analyses. Il faut contribuer, si vous voulez. Et vous savez, nous on est pour la priorité nationale. C'est-à-dire qu'on considère que nos compatriotes doivent avoir un certain nombre de droits supplémentaires par rapport aux étrangers qui n'ont pas travaillé un certain nombre de temps dans notre pays. Il y a un revers à la médaille, hein. Il y a des droits, il y a des devoirs. Et les devoirs, c'est participer à la solidarité nationale et à payer ses justes impôts. Et on ne peut pas partir du jour au lendemain en laissant son pays derrière soi. Vous savez que les téléspectateurs qui nous regardent peuvent poser des questions. On a une question de Marie qui habite à Caen, dans le Calvados, qui nous demande si sa facture d'électricité va augmenter en 2025. Oui ou non? Moi, j'espère qu'elle ne va pas augmenter. En tout cas, on a fait passer un amendement du Rassemblement national. C'était le premier amendement budgétaire du Rassemblement national qui a été voté en commission finances pour annuler cette hausse de taxes de 6 milliards d'euros en réalité, qui pesait lourdement sur les ménages, 150 € par an de taxes en plus. Malheureusement, on va devoir reprendre à zéro demain sur cette taxe. Moi, j'espère qu'elle va être annulée. On ne lâchera rien. C'est la taxe la plus injuste, puisqu'elle frappe avant tout les classes populaires et les classes moyennes, bien plus que les personnes les plus privilégiées. Mais du coup, il faudra trouver d'autres économies. Mais on a proposé d'autres économies. Sur l'impôt sur la fortune financière qui devrait remplacer l'IFI, l'impôt sur la fortune immobilière, est-ce que dedans, puisqu'en ce moment on parle beaucoup d'art à Paris, à Art Basel, est-ce que vous comptez mettre les œuvres d'art? Non, la résidence principale. Nous protégeons ceux qui investissent de bonne foi dans les œuvres d'art, c'est-à-dire que ceux qui les possèdent au moins 10 ans. C'est vrai, il faut être honnête, il y a des critiques du MoDem sur ça, moi je les entends, j'essaie aussi d'être de bonne foi. Il y a effectivement des personnes qui utilisent le marché de l'art pour blanchir de l'argent ou pour faire de la spéculation. Ceux-là, il faut les sanctionner, mais ceux qui investissent de bonne foi dans l'art, mais aussi dans la préservation de notre patrimoine. Il y a des œuvres d'art françaises qui malheureusement ont été dispersées dans le monde. On aimerait parfois pouvoir récupérer un certain nombre de joyaux nationaux. Bon, pour ça, il faut favoriser l'investissement, mais il faut que ce soit un investissement de longue durée, et donc il faut sanctionner la spéculation. Mais c'est la philosophie générale du Rassemblement national, c'est qu'il s'agisse des transmissions d'entreprises, des biens professionnels, nous on veut favoriser ceux qui investissent dans la longue durée et pénaliser ceux qui font de la spéculation. Jean-Philippe Tanguy, vous restez avec nous. On a encore beaucoup de questions à vous poser sur la réforme des retraites, sur l'immigration, beaucoup d'autres sujets encore. On fait une courte pause et on revient avec mes petits camarades pour avoir toutes les réponses. À tout de suite. De retour dans BFM Politique, notre invité Jean-Philippe Tanguy, toujours avec nous, député Rassemblement national de la Somme. On va parler d'immigration dans un instant. Vous continuez à nous envoyer évidemment toutes vos questions en scannant le QR code qui apparaît juste à droite de votre écran. On va parler immigration, je le disais, mais d'abord une première question de Ludovic Vigogne sur la réforme des retraites. Oui, dans 10 jours, dans le cadre de votre niche parlementaire à l'Assemblée nationale, vous proposerez d'abroger la réforme des retraites, de ramener l'âge de départ de 64 à 62 ans, de supprimer les 43 annuités de travail pour 42. Ça coûterait très cher, 15 milliards d'euros. À ce sujet, Maryse Léon, la patronne de la CFDT, voit une escroquerie dans votre initiative, une proposition irresponsable. Comment vous pouvez financer une telle mesure, 15 milliards, je le disais, c'est en baissant les pensions ? Non, pas du tout. C'est déjà, dans ces 15 milliards, il y a des fausses économies. Vous savez, quand vous faites travailler des gens qui ont des vies difficiles, ces coûts, on l'a vu avec la réforme Fillon, sont transférés sur, malheureusement, l'invalidité, les handicaps, les maladies chroniques, le chômage de nos aînés. Donc, il y a des fausses économies. Et ensuite, il faut, sur la réforme des retraites, c'est des réformes sur 10, 20, 30 ans. Donc, il faut améliorer considérablement la productivité, la robotisation, la recherche. C'est pour ça que dans le budget qu'on propose, on ne coupe pas les dépenses de recherche. Contrairement à ce gouvernement, les dépenses d'éducation, on compense les 2000 postes que M. Barnier veut détruire dans l'éducation. On considère que ce n'est pas du tout la priorité. Il faut investir dans l'éducation. C'est des réformes d'ensemble. Les réformes des retraites, c'est sûr que si on regarde par le petit bout de la lorgnette, on fait des réformes sur des réformes sur des réformes. Ça fait 30 ans que le système des retraites est en réforme permanente. Donc si ça avait fonctionné, ça se saurait. Ça ne fonctionne pas. Et donc il faut penser différemment la production de richesse et cette répartition. On va parler d'immigration. Je le disais, Bruno Retailleau a proposé de reprendre dans un nouveau projet de loi toutes les mesures qui avaient été, vous vous souvenez, retoquées par le Conseil constitutionnel. Alors, le durcissement du regroupement familial, le durcissement des conditions d'accueil pour les étudiants, le rétablissement du délai de séjour. La liste est très, très longue.
Bruno Retailleau, il parle exactement comme vous, finalement. C'est un peu le porte-parole du Rassemblement national au sein du gouvernement, non? Mais écoutez, tant mieux. S'il parle, mais sur le dessous qu'il fait, je serais ravi. Moi, je ne suis pas pour la politique du pire. Donc, si des bonnes mesures, qu'on avait soutenues d'ailleurs, quand c'était Mme Borne qui les proposait avec M. Darmanin, sont appliquées, eh bien, tant mieux. Encore faudra-t-il que le Conseil constitutionnel valide leur conformité à l'état de droit, en l'occurrence. Oui, vous avez raison. Et ce qui m'inquiète dans l'interview de M. Barnier ce matin, c'est qu'il refuse de faire un référendum, si c'était nécessaire, pour modifier la Constitution, pour mettre en accord notre Constitution et ce que veulent les Français, très majoritairement dans tous les sondages. Vous êtes en train de dire que toutes les mesures que je viens de citer, elles sont anticonstitutionnelles sur le fond? Je viens de dire qu'il y avait un risque qu'elles le soient. On l'a toujours dit, puisque Marine Le Pen, en 2022, avait proposé un référendum sur ce sujet. Et M. Barnier aussi, d'ailleurs, quand il était candidat à la primaire des Républicains. Donc je ne vois pas pourquoi il refuse, par principe, ce référendum. En tant que Premier ministre, il peut largement susciter ce référendum s'il le souhaitait. Mais en même temps, Michel Barnier et Bruno Retailleau, ils veulent durcir les conditions de régularisation. Alors qu'en fait, la meilleure intégration, finalement, Jean-Philippe Tanguy, est-ce que c'est pas le travail? Et on a besoin de cette immigration économique. J'interviewais lundi Carlos Tavares, le patron de Stellantis. Il disait, moi, c'est simple, dans mes usines, j'ai 58 nationalités. Donc, on a besoin de cette immigration économique. Non, je ne doute pas que M. Tavares ait besoin de filières d'immigration légales, mais surtout illégales. BTP ou oui, non, mais pour mettre les salaires à la baisse et pour ne pas payer comme il se doit les travailleurs. On connaît la chanson. Donc, l'avis de ce genre de personnalité sur le coût du travail, je m'en méfie. Mais l'assimilation par le travail pour les personnes qui rentrent de manière régulière et légale dans notre pays, oui, 1000 fois oui. Par contre, l'assimilation de personnes qui se rentrent de manière illégale, ce n'est pas possible. Il faut que la loi ait un sens. Donc même s'il y a des personnes sans doute de bonne foi et qui veulent bien faire, qui sont de manière clandestine sur notre territoire, il faut appliquer la loi. Si on ne fait pas de différence entre les immigrés... Donc vous faites quoi? Vous les renvoyez? Vous faites quoi? Comment? Mais il faut renvoyer systématiquement. Et vous en faites venir d'autres? Ou les mêmes, et vous faites revenir? Je pense qu'avec les 5 millions de chômeurs qu'il y a en France, y compris beaucoup de personnes immigrées au chômage, le taux de chômage des immigrés est entre 25% et 100% double des nationaux. Je pense que déjà, il y a beaucoup de gens qu'on pourrait mettre au travail en les formant ou en favorisant leur accès au travail. Mais s'il n'y a pas de différence entre un immigré qui a respecté la loi de la France, qui a un visa, et des immigrés qui sont rentrés clandestinement sur notre territoire, on s'en sortira pas. Il faut que la loi ait un sens. C'est d'ailleurs pour ça qu'il faut rétablir le délit de séjour clandestin, le délit de séjour irrégulier. Mais c'est le fait de rentrer sur un territoire et d'y rester contre la loi, ça doit être sanctionné, sinon plus rien n'a de sens. Mais est-ce que c'est vraiment raisonnable de mettre à nouveau une loi immigration en chantier? La précédente, la loi Darmanin, n'a que 10 mois. 20 décrets sur les 30 qui doivent sortir ne le sont pas encore. On ne connaît pas son efficacité. Est-ce que tout ça, c'est vraiment raisonnable? Oui, la loi Darmanin, elle était quand même largement... vous l'avez votée? Oui, on l'a votée, mais elle a été, on l'a dit, essentiellement censurée par le Conseil constitutionnel pour des questions de forme. Il n'y a pas besoin de beaucoup de discussions. On l'a déjà voté, les dispositions, donc on peut les remettre, on peut le faire en procédure accélérée. Tout ça n'est pas très compliqué, mais on peut aller aussi plus vite. C'est passer directement ces dispositions par référendum. Nous, on soutiendra si M. Barnier a ce courage. Les Français ont vraiment envie de s'exprimer par référendum. Justement, il se trouve que Bruno Retailleau était sur la frontière franco-italienne avec Michel Barnier, avec le Premier ministre. Et d'ailleurs, Bruno Retailleau a dit l'expérience Meloni en Italie nous inspire sur certains points. Du coup, on a pensé à cette idée d'ouvrir des centres d'accueil pour migrants dans des pays tiers, en l'occurrence en Albanie. Et puis visiblement, c'est pas ça. Le Premier ministre a freiné un peu les ardeurs de Bruno Retailleau. Vous y êtes favorable ou pas? Éloigner des étrangers dans un pays tiers qui n'est pas le leur, donc. Est-ce que vous êtes pour cette mesure? Ça peut être une solution, si ça fonctionne, on peut regarder. Ce n'était pas la mesure prioritaire du programme du Rassemblement national. Nous, on voulait surtout que les demandes soient faites dans les consulats et ambassades français avant de venir. Parce qu'une fois que les personnes sont présentes sur le territoire, il est beaucoup plus difficile, évidemment, de les renvoyer si elles n'ont pas à y rester. Parce que il se trouve, Jean-Philippe, un de nos téléspectateurs qui nous écrit à l'instant, il dit « Mais on les renvoie même contre la volonté de ces personnes, même s'ils ne sont pas d'accord pour aller dans le pays où on les dirige ?» Non, mais la France n'est pas un centre de vacances. On n'y rentre pas parce qu'on a envie d'y venir. Voilà. Oui, mais vous ne répondez pas à ma question. Est-ce qu'on peut renvoyer des gens dans un pays où ils ne veulent pas aller? C'est la France qui décide qui peut être présent sur son territoire ou non. Ce n'est pas les personnes qui décident. Si ces personnes sont dans des situations d'extrême urgence, évidemment, on peut les accueillir, les recueillir, les soigner. On n'est pas inhumain. Mais après, c'est la France qui décide
où elles résident. La France, une fois plus, n'a pas à être ouvert aux 4 vents. D'ailleurs, aucun autre pays, en dehors des pays européens, ne fonctionne de cette façon. Moi, j'ai travaillé au Japon. Je veux dire qu'au Japon, les frontières, elles sont contrôlées et que personne ne rentre. C'est pas tout à fait pareil. Oui, le Royaume-Uni aussi, c'est une île, et puis tout le monde peut y rentrer. Et puis l'Europe, par rapport à l'Afrique, c'est aussi une île. Les distances côtières sont très aussi Bruno Retailleau, il est allé plus loin que vous, d'une certaine manière, parce qu'on a appris cette semaine que lui, il voulait carrément envoyer les étrangers en situation régulière, c'est-à-dire sans titre de séjour ou déboutés du droit d'asile, dans des pays où ils sont déjà passés, où ils ont transité, séjourné. Alors, par exemple, des Afghans qui seraient en situation irrégulière ici iraient, par exemple, au Kazakhstan. Et du coup, on est en train de préparer des accords bilatéraux avec des pays comme le Rwanda, le Burundi, le Kazakhstan, l'Irak. Ça vous pose pas de problème que la France soit en situation de discuter avec des pays comme l'Irak ou le Kazakhstan pour régler ses propres problèmes migratoires ? Bon, non, on discute bien avec le Kazakhstan quand on veut leur vendre du BTP ou des produits français. Donc, il n'y a pas de honte à discuter avec le Kazakhstan, le Burundi ou l'Irak. Ce sont des pays comme les autres. Non, mais c'est pas la solution, qu'on privilégie. On ne se l'interdit pas, parce que si ça fonctionne, il faut regarder. Moi, je préfère que ça passe par nos réseaux de consulats et d'ambassades. Il est vrai que j'ai naturellement plus confiance dans nos réseaux de diplomates et dans les professionnels français que dans certaines autorités de gouvernement qui ne sont pas forcément des démocraties. Voilà. En tout cas, il faut trouver des solutions, parce que, et vous parlez des Afghans, un certain nombre de gouvernements européens maintenant expulsent les Afghans. On nous avait expliqué que ce n'était pas possible. On voit bien que c'est possible. Toujours lui, le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, fait feu de tout bois depuis ce meurtre atroce de la jeune Philippine à quelques pas d'ici. Dans ce drame, en fait, le problème, c'est quoi ? Est-ce que c'est vraiment la non-exécution de l'OQTF, ou alors, plus fondamentalement, l'absence de suivi de problèmes de délinquance sexuelle ? Malheureusement, en l'occurrence, il semble que ce soit les deux. Ce criminel n'aurait jamais dû être sur notre sol, il aurait dû être expulsé depuis longtemps, et par ailleurs, faute d'être expulsé, il n'aurait pas dû être libéré. Là, on a le pire, malheureusement, des graves dysfonctionnements de l'État. C'est malheureusement des innocents et des innocentes qui le paient de leur vie. Est-ce que vous reprendriez à votre compte les propos de Bruno Retailleau quand il a dit l'immigration n'est pas une chance pour la France ? Je vais le dire autrement. Est-ce que vous considérez qu'il y a trop d'immigrés en France et que l'immigration, c'est plutôt un boulet, un poids pour le pays ? C'est deux choses différentes. Pardon, avant que vous répondiez, je vous pose la question parce que il se trouve que j'ai pris connaissance cette semaine d'une étude Eurostat sur l'impact de l'immigration en France. Les chiffres datent de 2022. Contribution budgétaire excédentaire nette de l'immigration sur le produit intérieur brut de la France, plus 1,02%. Donc j'ai l'impression que c'est plutôt une chance. Donc il n'y a pas de coût, quoi. Il y a deux choses. Est-ce qu'il y a trop d'immigrés dans notre pays ? Oui. Il y a 2 fois plus d'immigrés au chômage que de nationaux. Mais est-ce qu'il y a des immigrés qui travaillent et qui apportent à la France ? Évidemment, oui. Aujourd'hui, par exemple, notre hôpital public ne pourrait pas tenir sans des soignants immigrés. Donc dire que l'immigration n'est pas une chance, c'est une erreur. Je pense que de dire trop globalement que ce n'est pas une chance, oui, c'est une erreur. Bon, c'est pas non plus très grave de dire cela. Une faute ? Mais non, mais il faut être plus précis. Voilà, il faut être plus nuancé. On parle de plusieurs millions de personnes. Il y a des gens qui apportent beaucoup à notre pays, qui travaillent, et puis il y a des gens qui n'ont plus leur place sur notre territoire. Et enfin, il y a des gens qui peuvent être dangereux pour la société française et pour nos valeurs. Donc moi, j'aime pas les phénomènes aussi globalisants. Vous parlez du coût. Dans le coût, évidemment, que vous avez des immigrés qui travaillent dans le BTP, ceux qui sont venus réparer nos centrales nucléaires, c'était des soudeurs américains, bah oui, ils ont créé de la valeur. Économiquement, visiblement, ils apportent beaucoup au pays. Le fait d'accepter un certain nombre d'immigrés qui peuvent apporter à notre pays, parce qu'on peut avoir des carences dans des domaines très précis par rapport aux millions d'immigrés qui n'ont pas à être sur notre territoire, il faut de la nuance. Voilà, la politique, c'est pas tout blanc ou tout noir, c'est parfois il y a des phénomènes qu'il faut contrôler, et les Français d'ailleurs, ils sont eux dans la nuance, ils font très bien la différence entre des personnes qui apportent à notre pays, dont il faut saluer l'apport, et des gens qui n'ont plus à être dans notre pays, tout simplement. Et par ailleurs, vous savez, nous, on le sait très bien, nous avons dans notre mouvement, Rassemblement National, beaucoup de descendants d'immigrés qui aiment leur pays, qui sont des Français à 200%, qui adorent leur pays, ou des immigrés qui ont demandé la naturalisation, qui sont désormais Français à 100%. Nous, on ne fait aucune différence. Oui, vous ne voulez pas régulariser les gens ? Mais on ne peut pas régulariser des gens et encore moins les naturaliser. Si, naturaliser, on veut naturaliser des immigrés en situation légale qui aiment la France, qui veulent s'installer durablement dans notre pays et qui ont apporté à la France. Il faut les naturaliser. Les personnes qui sont rentrées de manière
clandestines qui ont enfreint nos lois ou qui se sont maintenus de manière illégale sur le territoire, sans parler évidemment de ceux qui commettent d'autres crimes, il faut les renvoyer. Bruno Retailleau, toujours lui, veut réformer le code pénal des mineurs et veut notamment écarter l'excuse de minorité pour les faits d'extrême violence. Si c'est le cas, s'il parvient à ses fins, vous le soutiendrez ? Oui, c'est une mesure proposée depuis 10 ans par Marine Le Pen. Alors qu'on vient de voter il y a moins de 3 ans une loi Belloubet, c'est-à-dire avant de savoir si la loi qu'on a votée il y a 3 ans est efficace, c'est comme pour l'immigration, on change à nouveau la loi. En l'occurrence, la loi Belloubet, nous savons à Rassemblement national qu'elle est déjà inefficace, donc on sait qu'il faut la remplacer très rapidement. Et Madame Belloubet, c'est le laxisme incarné, le nombre de déclarations hallucinantes, aussi bien sur le respect des valeurs de la République, de la laïcité, et sur le laxisme judiciaire. Je rappelle que Mme Belloubet a libéré un nombre considérable de détenus en utilisant le Covid pour faire croire que des personnes qui avaient enfreint la loi ou même commis des crimes devaient être dehors à cause du Covid. On voit 3 ans après, on voit toujours pas le rapport. Hein. Je voudrais qu'on aborde plusieurs sujets d'actualité ensemble, Jean-Philippe Tanguy. D'abord, ce qu'on appelle le procès Le Pen. En réalité, le procès dit des assistants parlementaires, des eurodéputés Rassemblement national et donc de Marine Le Pen. Un procès qui ressemble quand même à une forme de chemin de croix parce que le service police-justice suit les audiences tous les jours et on a l'impression que les prévenus ont beaucoup de mal à justifier de leur travail réel auprès de leurs eurodéputés. Elle joue gros, Marine Le Pen, dans cette histoire, et notamment, elle risque une peine d'inéligibilité. Est-ce que vous avez envisagé ce scénario que Marine Le Pen puisse être empêchée pour l'élection présidentielle de 2027 ? Non, pas du tout, puisqu'elle est innocente. Donc, quand vous êtes innocent, vous savez, les faits négatifs, c'est-à-dire s'ils vous accusent de quelque chose que vous n'avez pas fait... Elle est effectivement présumée innocente. C'est très dur de prouver votre innocence, donc c'est plus difficile, paradoxalement, aux innocents. Et ceux qui ont traversé des erreurs judiciaires en ont témoigné depuis plusieurs siècles dans un certain nombre d'ouvrages qui sont toujours très émouvants. Prouver son innocence est malheureusement toujours difficile quand on est innocent. Mais Marine Le Pen est très courageuse. Et j'ai quand même vu dans un certain nombre d'articles, notamment Le Monde, que le procès Le Pen, ça avait l'air de se transformer en procès Schulz. C'est-à-dire le responsable du Parlement européen qui nous a accusés de choses fausses, puisque... C'est la ligne de défense de Marine Le Pen. Absolument, sauf que le procès, cette semaine, a reconnu des faux en écriture du Parlement européen. Donc en fait, ceux qui nous ont accusés, c'est eux qui ont produit de faux documents. J'invite ceux qui nous regardent et que ça intéresse à aller voir cet article du Monde, qui n'est pas un journal qui, soutient le Rassemblement national, c'est moins qu'on puisse dire, qui est forcé à reconnaître que le Parlement européen a donc fourni des faux documents. Je pense qu'on est à un tournant de son procès et que Marine Le Pen et nos amis seront donc innocents. Jean-Philippe Tanguy, c'est un peu les questions en vrac, puisqu'on arrive au terme de cette émission. La question qui passionne la France et la classe politique, le dossier Doliprane. Donc Doliprane devrait être racheté par un fonds américain. En tous les cas, c'est Opella, la structure au-dessus. Et il y a une contre-proposition avec un autre fonds, PAI, qui est aussi soutenu par du fonds étranger. Est-ce que pour vous, c'est un combat justifié, c'est un combat d'arrière-garde ? Parce que pendant ce temps-là, il y a Elon Musk, je sais pas, il invente des fusées recyclables, etc. Est-ce qu'il faut que Doliprane reste à tout prix français et avec quel engagement ? Oui, moi je pense que la France peut mener plusieurs combats. On peut garder des produits rentables. Si des Américains mettent 20 milliards sur la table, c'est que ça doit rapporter de l'argent. Je ne pense pas qu'ils le fassent, que ce soit une bonne œuvre ou qu'ils le fassent par désintéressemement. Donc on peut très bien... Il n'y a pas de Doliprane garder... Oui, il y a une centaine de molécules importantes. On peut très bien garder ces produits sous pavillon français. Sanofi peut les vendre s'ils veulent investir ailleurs. Ça c'est leur liberté. Ouais, on peut très bien absolument garder sous pavillon français. Moi, j'en ai marre qu'on solde des produits rentables. Et après, on peut se rendre compte qu'il y a des problèmes. Je vais vous donner une petite histoire. C'était les biscuits Lu. Les biscuits Lu, quand nous, les souverainistes, on refusait que ce soit vendu à des Américains puis à des Mexicains, on disait c'est des biscuits, ça n'a aucune importance. Puis il y a eu l'hyperinflation. Et puis les biscuits Lu et toutes les marques agroalimentaires, leurs prix ont monté de 15-20% pour faire des surprofits. On s'est rendu compte que des produits qui avaient l'air innocents comme ça, parce que des petits gâteaux, oui, mais sauf que l'alimentation, en fait, c'est vital. Le Doliprane, ça peut être vital pour des gens qui ont besoin de cette molécule. Je vous rappelle, pour le Covid, c'était le seul moyen de soulager la douleur. Mais vous savez bien qu'il y a c'est important et on peut mener la molécule est traitée en France. Oui, d'accord, mais... Il y a UPSA aussi qui dit, attendez, nous, on est là, donc il n'y a pas que le Doliprane. Vous avez raison, mais d'ailleurs, le Doliprane, on l'a dit, il y a 115 molécules. Moi, je veux que l'on garde ces produits-là. Là, vous avez raison aussi, c'est que l'affaire Doliprane ne doit pas cacher ce qui se passe de manière très grave dans l'industrie française, notamment un plan d'envergure de licenciement dans la chimie. Oui. Or, la chimie, énorme. On revient à l'écologie.
sans la chimie, on ne peut pas faire de transition écologique. Je suis très étonné quand même parce que, effectivement, Edwige le disait, toute la classe politique s'est emparée du dossier Doliprane, mais parallèlement, il y a le dossier Ubisoft, géant des jeux vidéo, une des pépites de la française dans ce domaine-là, qui est sur le point peut-être d'être acheté par une entreprise chinoise. J'entends aucun responsable politique en parler. Pas vous, en tout cas. Moi, j'en parle. C'est vrai que c'est difficile de parler de tous les sujets. Mais, les jeux vidéo, c'est moins stratégique que le Doliprane. Non, pas du tout. Les jeux vidéo, c'est très important. C'est l'industrie de demain. l'industrie culturelle. Il y a des grosses marges qu'on peut faire sur cette industrie. Il y a un crédit d'impôt d'ailleurs qu'on soutient, qui avait été mis en place pour protéger l'industrie du jeu vidéo. Je le soutiens. Mais je vais vous dire, on va rendre un rapport avec mon collègue François Jolivet, député Horizon par Assemblée nationale, bientôt sur l'épargne des Français. Il faut encourager, non pas forcer évidemment, mais encourager les Français à investir mais dans ils leur n'ont pas envie, visiblement. entreprise. Mais on leur dit pas la vérité parce qu'on leur fait croire que le livret A, ça rapporte. Alors je vous le dis, le livret A, ça ne rapporte rien. Une personne qui avait investi 1 000 € dans son livret A en l'an 2000 a gagné 6 €. Et une personne qui avait investi dans des actions françaises de manière équilibrée, sans jouer au casino, gagnait 6 000 €. Ouais. Autre question d'actualité, le chef du Hamas et le cerveau des attentats du 7 octobre a été tué jeudi par Tsahal. Est-ce que Emmanuel Macron a raison de dire qu'il faut saisir ce moment pour décréter un cessez-le-feu ? Bon, nous, de manière générale, on soutient toujours la diplomatie française quand elle fait des efforts qui correspondent à la ligne historique. Nous, on appelle à un cessez-le-feu. Vous ne faites pas partie de ceux qui critiquent Emmanuel Macron sur ses positions. Il a eu des propos, notamment sur l'histoire d'Israël et du peuple juif, qui ont profondément choqué, moi le premier. Disons que l'épisode est clos pour l'intérêt général. Mais ces propos, malheureusement, ont quand même existé. Moi, évidemment, on appelle à une désescalade, à un cessez-le-feu. Après, Israël est une démocratie amie. Ils essaient d'assurer leur sécurité. Mais nous, on a toujours appelé à un cessez-le-feu, à une désescalade. Mais vous savez, c'est quand même facile ici, sur ce plateau, de donner des leçons à un gouvernement qui est dans une situation de guerre. Dans 17 jours, c'est l'élection américaine. Vous êtes qui, Kamala Harris ou Donald Trump ? Nous, on est pour que nos amis américains choisissent. Vous n'avez pas de préférence ? Vous n'avez pas d'avis ? Ça m'étonne, mais bon. Nous, on ne participe pas à la diabolisation ridicule de Donald Trump, qui de toute façon n'a pas l'air de correspondre. Mais c'est pour ça que je vous pose la question. Le fait de ne pas tomber dans tous les panneaux d'un système qui consiste à raconter n'importe quoi sur les élections américaines, ou alors le peuple américain est devenu complètement fou. Ça n'a aucune conséquence, notamment pour l'Europe et puis pour nous. Mais en fait, sur les conséquences, paradoxalement, sur l'Europe, en fait, M. Biden a repris les grandes lignes sur l'isolationnisme américain et sur la politique commerciale, avec le rétablissement d'un protectionnisme et le financement de la réindustrialisation américaine, avec l'IRA qui a déversé des dizaines de milliards d'euros sur l'industrie américaine. En fait, ils se sont inscrits dans la même tendance. La vérité, c'est qu'en fait, les Américains, comme les Allemands, ils chassent en meute, et que les Français, malheureusement, on ne sait pas chasser en meute sur l'économie mondiale. Donc nous, on voudrait, effectivement, si, je le souhaite, Marine Le Pen arrive au pouvoir, nous défendrons les intérêts économiques français au-delà des clivages. Et Trump, c'est bon pour la France ou pas ? Je ne sais pas, on verra. C'est ni bon ni mauvais, a priori. Moi, je pense que c'est la même chose. Vous savez, quand Barack Obama, qui était présenté comme quelqu'un de très sympathique, était au pouvoir, c'est lui qui a saccagé Alstom, ou en tout cas qui a mis en place les conditions pour que Alstom soit saccagé. Donc il faut que les Françaises et les Français arrêtent de croire que parce que... Il n'y a pas vraiment de rapport. Ben si, c'est-à-dire qu'ils savent défendre leurs intérêts. Voilà, ils savent trouver les intérêts des Américains. Donc il faut arrêter de croire que parce qu'il y en a un qui est plus sympathique que l'autre, la France va être défendue. Il n'y a que la France pour défendre la France. Compter sur les autres, c'est une attitude de naïf. Jean-Philippe Tanguy, juste une dernière question. Le 9 novembre, je pense que vous le savez, Jordan Bardella sort un livre aux éditions Fayard intitulé « Ce que je cherche ». Vous le connaissez bien, c'est le patron de votre parti. Il cherche quoi ? Il cherche à convaincre les Français. Il veut Matignon, il veut l'Élysée, il est pressé de remplacer Marine Le Pen ? Non, je ne crois pas. D'ailleurs, il y a une partie consacrée à Marine Le Pen. Je crois qu'ils l'ont fait de concert. Voilà, donc, on a la chance d'avoir... peut-être en partie, je ne sais pas. Je crois que Jordan est assez grand pour écrire... c'est une information. Non, mais c'est une plaisanterie. Je pense que Jordan est assez grand pour écrire son livre. Il y a beaucoup investi. Je crois que pour être ami avec lui, c'est un livre qui lui tenait à cœur. C'est une personnalité jeune qui a monté très vite dans le paysage politique français. C'est un moment, les écrits restent, pour se confier, pour créer un lien supplémentaire avec les Français. Moi, je suis impatient de le lire. On découvre parce que il sait très bien tenir les secrets industriels et politiques, Jordan. Je ne l'ai pas lu. Et j'ai découvert avec tout le monde, par une dépêche AFP, les éléments. Donc je suis impatient de pouvoir le lire. En tout cas, il démarre fort puisqu'il est déjà premier sur Amazon. Merci Jean-Philippe Tanguy. Et j'espère dans les librairies françaises. Merci d'avoir répondu aux questions de BFM Politique. Merci Edwige, merci Ludovic. Merci à vous. L'information évidemment continue sur BFM TV. Dans un instant, vous retrouvez Affaire suivante. Je crois qu'il est question de l'affaire Boulin avec Ronald Guintrange. Bonne journée sur BFM TV.